Bonjour et bienvenue dans ce quatrième cours de SVT à destination des secondes. Nous sommes toujours dans le thème corps humain et santé et dans la partie procréation et sexualité humaine. Nous allons donc aujourd'hui conclure sur le chapitre 3 qui sera également la fin de cette partie sur la sexualité. Au dernier cours, nous avions conclu avec les techniques de contraception de type hormonal, notamment avec la prise de pilules. Donc il faut bien donc différencier la pilule œstroprogestative des autres types de pilules. Donc la pilule œstroprogestative, comme son nom l'indique, contient des hormones de synthèse qui sont dérivées d'une part des œstrogènes et d'autre part de la progestérone. Ces deux hormones vont servir, comme on l'a expliqué précédemment, de leurre au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ces hormones sont à prise régulière, à prise journalière, et il ne faut donc pas les oublier. Il ne faut pas confondre cette pilule œstroprogestative à prise régulière de la pilule du lendemain, voire de la pilule du surlendemain. Ces pilules, en effet, sont à prise exceptionnelle et ne vont pas se substituer aux pilules œstroprogestatives. La pilule du lendemain va contenir des hormones de synthèse également, notamment dérivées de la progestérone. Ces hormones vont empêcher l'ovulation et provoquer surtout l'empêchement de la nidation de l'embryon au niveau de la muqueuse utérine. Encore une fois, c'est une pilule à prise exceptionnelle et ça ne peut pas du tout se prendre comme une pilule à prise régulière comme la pilule œstroprogestative. Maintenant que nous avons vu les techniques contraceptives purement hormonales, nous allons donc pouvoir parler de quelques techniques dites physiques. En commençant tout d'abord par cette première méthode qui s'appelle donc le stérilet. Nous pouvons voir que le stérilet est donc un dispositif qui est inséré donc dans l'utérus. Ce dispositif va empêcher la remontée des spermatozoïdes dans les cornes utérines, tout simplement parce qu'il contient des composés qui vont les détruire, qui vont les tuer. Donc les spermatozoïdes peuvent rentrer dans l'utérus, mais ne pourront pas aller dans les cornes utérines, là où se produit la fécondation. Il arrive parfois que les stérilets contiennent également des dérivés hormonaux qui vont servir de leurre au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire et donc également agir sur la libération de l'ovocyte féminin. Deuxième moyen de contraception dit physique, ça va être ce qu'on appelle ici la cape cervicale. Donc comme on peut le voir, c'est un dispositif physique qui va donc se placer à l'entrée de l'utérus et qui va tout simplement servir de barrière à l'entrée des spermatozoïdes. Donc ici, les spermatozoïdes vont être bloqués par ce dispositif physique qui va les empêcher de rentrer et d'aller plus loin que le vagin. Et enfin, donc, le troisième et dernier processus physique qui va être décrit ici est également le plus connu. Il s'agit bien sûr du préservatif. En l'occurrence, ici, nous avons le préservatif masculin qui est donc inséré au-dessus du pénis, qui va donc rentrer, lui, donc, dans le vagin. Bien évidemment, donc, ça va être une barrière à l'éjaculation. Donc, les spermatozoïdes vont être bloqués dans le préservatif et ne pourront donc pas aller se répandre dans le vagin ni même dans l'utérus. Il faut également savoir qu'il existe des préservatifs féminins qui vont tout simplement s'insérer dans le vagin et qui vont avoir exactement le même rôle que les préservatifs masculins. Nous pouvons voir ici donc l'utilisation des différents types de contraceptifs en fonction de deux tranches d'âge, des personnes plutôt jeunes et des personnes au-delà de 30 ans. Nous pouvons voir que la technique de contraception la plus utilisée reste la pilule, suivie de près par le préservatif et le stérilet. D'autres méthodes contraceptives comme le patch ou l'implant existent, mais sont beaucoup plus minoritaires. Enfin, nous pouvons voir sur le graphique de droite que les techniques de contraception sont majoritairement féminines, c'est ce que nous voyons ici en orange. Les techniques de contraception masculine ou mixte sont encore beaucoup moins répandues que l'utilisation d'un contraceptif qui est exclusivement féminin. Maintenant que nous avons vu les techniques qui empêchent la conception d'un enfant, nous allons donc voir l'inverse, à savoir les techniques qui vont aider les personnes à procréer, avec l'infertilité et donc l'aide à la procréation. Avant de commencer à détailler cette partie, nous allons tout d'abord définir les termes d'infertilité et celui de stérilité. L'infertilité tout d'abord correspond en effet aux difficultés à concevoir un enfant, notamment après 1 an de rapports sexuels réguliers non protégés pour un couple. Ce qui signifie que les personnes ont des appareils génitaux qui sont fonctionnels, mais qu'ils ont des problèmes à concevoir l'enfant. Il faut bien donc différencier ça de la stérilité, qui est l'incapacité totale à concevoir pour une personne ou pour les deux personnes du couple un enfant de manière naturelle. En fonction du coup de la stérilité ou de l'infertilité d'un couple, eh bien, les techniques d'aide à la procréation pourront être différentes et ou se compléter.
Nous pouvons donc d'abord voir quelques causes d'infertilité chez l'homme qui vont donc concerner bien évidemment la production des spermatozoïdes. Tout d'abord, par rapport aux valeurs standards que nous avons ici dans la première colonne, nous pouvons voir qu'il existe parfois donc des quantités de sperme éjaculés qui vont être beaucoup plus faibles. S'il y a donc moins de sperme qui contient donc les spermatozoïdes, il y aura donc forcément moins de chances de fécondation. Le sperme peut également être très pauvre en spermatozoïdes par rapport à sa valeur normale. La texture également du sperme peut avoir un impact sur la fécondité, puisque effectivement, si ce sperme est beaucoup trop visqueux, cela va empêcher le déplacement des spermatozoïdes qui vont y être bloqués, et ils ne pourront donc pas aller se rendre vers les trompes utérines pour aller féconder l'ovocyte qui peut s'y trouver. D'autres causes d'infertilité vont être les problèmes de déplacement des spermatozoïdes, c'est-à-dire si les spermatozoïdes n'arrivent pas à se déplacer en ligne droite par exemple, ils ne pourront donc pas aller encore une fois se rendre vers les trompes utérines pour aller féconder l'ovocyte. Cela est souvent dû à des malformations des spermatozoïdes. C'est ce que nous pouvons donc voir ici à gauche avec deux photographies où nous voyons ici deux spermatozoïdes qui sont collés par leur tête et qui forcément ne vont pas donc pouvoir se déplacer dans le bon sens. Et nous avons ici une autre photo où un spermatozoïde possède une malformation avec deux têtes au lieu d'une seule. Encore une fois, cela l'empêchera de se déplacer correctement. Ces quelques causes d'infertilité chez l'homme vont donc limiter les fécondations et donc limiter les probabilités pour un couple d'avoir un enfant. Les causes d'infertilité peuvent bien évidemment être féminines. Par exemple, nous pouvons le voir ici avec cette technique, donc l'hystérographie, qui consiste à injecter un produit qui va être coloré ensuite au rayon X. Comme nous pouvons le voir ici, la trompe de droite n'est pas visible, tout simplement parce qu'elle est obstruée, elle est bouchée, ce qui empêche du coup le déplacement du liquide dedans, et ce qui fait que s'il n'y a pas de liquide, nous ne pourrons pas voir cette trompe en radiographie. Donc l'obstruction des trompes est l'une des causes très répandues de l'infertilité féminine, comme nous pouvons le voir ici au niveau de ce diagramme circulaire. Une autre cause très répandue responsable de la fertilité féminine va être bien évidemment l'absence d'ovulation, généralement due à des problèmes hormonaux, comme nous le savons à l'heure actuelle. D'autres causes moins fréquentes vont être des problèmes utérins qui vont empêcher donc l'implantation généralement de l'embryon dans la muqueuse utérine. Bien évidemment, il existe d'autres causes qui sont parfois inconnues et qui vont être responsables d'infertilité. L'infertilité donc d'un individu peut également être l'infertilité d'un couple, puisque nous pouvons voir ici que les causes d'infertilité masculine et féminine sont à peu près équivalentes, avec une fréquence légèrement supérieure pour le sexe féminin, mais nous pouvons voir que l'infertilité mixte est surtout la principale cause d'infertilité pour un couple, c'est-à-dire l'homme et la femme vont avoir des difficultés à concevoir un enfant. Encore une fois, il existe des causes parfois inexpliquées qui vont empêcher un couple d'avoir un enfant. Maintenant que nous avons vu donc ces quelques causes qui vont provoquer une infertilité masculine et ou féminine, nous allons donc voir pour terminer ce chapitre et cette partie les techniques qui vont aider à la procréation. En effet donc la question que l'on peut se poser c'est quelles sont les solutions pour qu'un couple puisse avoir un enfant naturellement. La solution qui va être adoptée va être l'aide médicale à la procréation abrégée en AMP. Nous allons donc voir ici deux techniques d'aide à la procréation qui sont pratiquées et autorisées en France. Tout d'abord, nous avons l'insémination artificielle. Le principe de cette technique va être de stimuler les ovaires par des injections hormonales. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à aller injecter des hormones exogènes qui vont mimer le rôle de la FSH, donc du coup ça va stimuler la croissance des follicules, et les hormones exogènes vont également mimer le rôle de la LH, ce qui va donc bien évidemment provoquer l'ovulation. En parallèle de ça, les spermatozoïdes masculins vont être récupérés, donc soit à partir du père directement, soit à partir d'une banque de sperme si le papa a un sperme qui est peu ou pas fécondant, et ou s'il est infertile. Les spermatozoïdes sont triés pour n'en récupérer que les plus performants, les plus mobiles, et ils sont ensuite réinjectés par une seringue dans l'utérus, comme nous pouvons le voir ici. Une fois injectés dans l'utérus, les spermatozoïdes vont se rendre naturellement vers les deux trompes utérines, notamment vers celle qui a subi l'ovulation, et donc la fécondation, ou les fécondations, s'il y a eu plusieurs ovulations, vont pouvoir se produire. Pour permettre à un couple d'avoir d'autres enfants par la suite, eh bien, le sperme du père peut être
congelé dans de l'azote liquide et conservé du coup pendant de nombreuses années. Il peut également servir de banque de sperme pour d'autres couples si les parents ne souhaitent plus avoir d'enfants. Après cette première technique d'aide médicale à la procréation, nous en avons une deuxième qui va être développée ici, à savoir la FIVET. La FIVET correspond à la fécondation in vitro et au transfert d'embryons. Donc, comme son nom l'indique, la fécondation ne va pas se produire dans les voies féminines, mais à l'extérieur de l'organisme in vitro. La première étape est la même que pour l'insémination artificielle, c'est-à-dire nous allons stimuler les ovaires par des injections d'hormones exogènes. Encore une fois, des hormones qui vont mimer le rôle de la FSH pour provoquer la croissance des follicules, et des hormones qui vont mimer le rôle de la LH pour engendrer plusieurs ovulations, donc des ovulations multiples. Ces multiples ovules vont être prélevés, et en parallèle, les spermatozoïdes du père vont être prélevés. La fécondation va être in vitro, c'est-à-dire qu'elle va se passer donc non pas dans les voies génitales féminines, mais en laboratoire dans un tube. On met tout simplement en contact les ovocytes récupérés chez la mère avec les spermatozoïdes du père, et on attend donc une fécondation. Au bout de quelques jours, lorsqu'il y a eu division cellulaire, nous obtenons donc des embryons qui vont être réimplantés directement donc dans l'utérus, dans la muqueuse utérine, pour que ces embryons puissent grandir et possiblement donner un ou plusieurs enfants. La technique de FIVET peut être complétée par une ICSI, à savoir une injection intracytoplasmique d'un spermatozoïde. Cette technique va se faire lorsque les spermatozoïdes du père qui ont été prélevés sont très peu fécondants. On va donc tout simplement aller injecter directement un spermatozoïde qui a été sélectionné dans l'ovocyte à l'aide d'une microseringue. Une fois cette fécondation faite par ICSI, les étapes 4 à 7 sont similaires. Nous allons attendre quelques jours qu'il y ait donc des embryons qui soient formés, qui vont être ensuite réinjectés donc dans la muqueuse utérine. Voilà pour ce chapitre 3 qui conclut également le cours sur la fécondation humaine.